Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Hop, commençons. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session de 45 minutes Inside. Donc aujourd'hui, deux designers et deux développeurs d'IBM Client Innovation Center de Lille vont vous parler de leurs expériences et interactions. Donc voilà, au programme, comment créer des produits et applications avec une bonne expérience utilisateur, comment s'organiser pour travailler de manière fluide, ou encore quels sont les pièges à éviter. Donc pour cela, aujourd'hui, nous avons pour vous présenter ce sujet Geoffrey Buchard, designer, Gianni Polito, lead designer, Geoffrey Quick, développeur web mobile IoT, et Lucas Hénard, développeur front-end Angular. Donc voilà, je vais laisser la parole aux experts sur le sujet. Merci. Oui, bonsoir à tous. Juste avant de faire un petit focus sur les différents participants de ce soir, je voulais vous montrer cette image que j'ai vue tout à l'heure et qui m'a bien fait rire. C'est un petit peu la différence de perception entre les développeurs et les designers. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a un peu une perception de notre métier, mais qui est différente de la façon dont les autres nous perçoivent. Euh, Moi, c'est vrai que je me suis toujours dit un jour, j'aimerais bien être Steve Jobs quand même, être visionnaire. Mais bon, la réalité, c'est que la plupart des gens me voient un petit peu comme quelqu'un qui met de la couleur avec les pinceaux. Euh, et c'est vrai aussi que quand on les connaît pas, on a cette perception un peu des développeurs avec des grosses lunettes dans leur cave, chez leur maman, qui ont 5 claviers, 10 écrans. Euh, alors que eux, en fait, ils se voient un petit peu comme des expérimentateurs, des gens vraiment visionnaires aussi, mais d'une autre façon. Et, euh, et en fait, quand on travaille un petit peu dans le milieu de l'informatique, on se rend compte que, surtout en ce moment, on est tous un petit peu comme ça, hein. Donc là, que ce soit un designer ou un développeur, la différence est assez minime. Au final, on est quand même tous là, plus ou moins en télétravail, sauf Lucas, là, qui est dans les bureaux d'IBM. Mais voilà, les développeurs maintenant ont aussi des Mac. Les développeurs maintenant euh, commencent à bien s'habiller aussi. Euh, mais voilà, la différence, elle est quand même minime. Et ce qu'on voulait vraiment aujourd'hui, c'est vous partager justement, c'est quoi les liens, c'est quoi les différences entre les designers et les développeurs, comment ça fonctionne ensemble, et surtout comment un petit peu, voilà, de par nos expériences, on va vous donner un petit peu notre point de vue, des tips sur comment améliorer un peu cette relation-là et comment faire pour construire des choses qui derrière ont du sens et sont qualitatives pour nos clients et nos projets. Du coup, je, je vous propose qu'on se présente un peu plus en détail. Donc, deux designers, deux développeurs. Peut-être on va commencer par la droite. Lucas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, moi, Lucas Hénard, comme l'a dit Céline. Donc, moi, je suis développeur front-end depuis 4 ans. J'ai commencé en Angular JS pendant un an. Ensuite, je suis passé à Angular 2, puis j'ai fait toutes les versions jusqu'à Angular 10 aujourd'hui. J'ai fait aussi pas mal de systèmes de cartographie type Google Maps, Esri, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Ça marche, merci. Alors, on a deux Geoffrey ce soir. On va commencer par Geoffrey Quick. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, c'est du coup Geoffrey Quick, je suis développeur web mobile et IoT. Je travaille sur Angular depuis, comme Lucas, 4 ans maintenant. J'ai commencé par PHP et je ne reviendrai plus dessus, hein, clairement. Et donc voilà, parfois aussi je fais des développements aussi mobiles avec Ionic. Ça marche, merci. Geoffrey Buchard. Bonsoir à tous, donc Geoffrey. Je suis designer au studio de Lille et chez IBM à Lille depuis quasiment 7 ans. Ça marche. Et donc moi, Gianni, donc je suis responsable du studio de Lille à IBM depuis 4 ans. En fait, le fonctionnement d'IBM est assez simple. C'est que on a pas mal d'équipes projets, donc ça va être des équipes qui vont de quelques personnes à des cinquantaines de personnes, qui fonctionnent soit en méthode agile, soit en méthode plus classique cycle en V. Et on a aussi un studio
donc qui a été créé il y a quelques années maintenant, et qui vient intervenir en fait sur les différents projets. Donc c'est un petit peu en transverse de tout ça. Alors, hop. Ce qu'on voulait vraiment ce soir, c'est le faire vraiment un peu comme une discussion. On a préparé un petit peu des questions sur la relation entre les designers et les développeurs. N'hésitez pas aussi, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on va dire, à le dire dans le chat. Les différents sujets qu'on va aborder ce soir, ça va être un petit peu des outils, mais pas que. Ça va être aussi voilà, les pièges à éviter, euh, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les tensions, pour collaborer plus facilement. Également, on parlera aussi, parce que je sais que ça tient à cœur, des deux Geoffrey et Lucas, de design system, mais de vrais design system, on verra après pourquoi. Mais voilà, on va aborder pas mal de sujets qui évidemment sont liés à la construction de produits, de produits applicatifs, de software, euh, parce que c'est vraiment aussi c'est ça nos projets en fait tout au long de l'année. Essentiellement, ça va être ce développement et ces itérations-là. Du coup, pour commencer, moi j'avais envie de poser une question à toute l'équipe. Euh, Pourquoi c'est important d'avoir une proximité entre designer et développeur? On sait que la proximité, elle est pas sur tous les projets, elle n'est pas dans toutes les boîtes. Et moi, je voulais un petit peu qu'on y réponde. Peut-être Geoffrey B, pour commencer. Ouais. Pour moi, la proximité entre les développeurs et les designers, elle va permettre, grâce aux échanges qui sont forcément plus faciles et plus rapides, d'assurer la qualité dans les projets. Euh, Évidemment, pour un designer, de s'adapter aux contraintes techniques des développeurs plus facilement, en les ayant à côté, hein. Et c'est l'un des avantages, par exemple, qu'on a chez IBM, c'est que les développeurs et les designers, en fait, partagent les mêmes bureaux. Donc, on travaille clairement ensemble, hein. On est, euh, on est au même endroit, on peut échanger beaucoup plus facilement et ça permet d'être assez réactif, en fait, en cas de problème. Ça marche. Toi, Lucas, tu parles plutôt de qualité au niveau du projet. Ouais. Globalement, l'idée reste la même, mais oui, il y a une certaine qualité, notamment j'appuie sur l'intégration. En tant que dev, on est amené à réaliser les maquettes, euh, comment dire, à développer les maquettes que les designers ont réalisées. La proximité avec un designer, ça permet d'avoir une qualité accrue sur cette intégration, puisque ben, le moindre petit faux pas de notre part, le designer saura nous le faire remarquer et on pourra réagir en conséquence. Ça marche. Et toi, Geoffrey K, c'est plus sur la complémentarité des métiers alors. Ouais, pour moi, on peut pas séparer le développeur du graphiste, c'est vraiment deux métiers complémentaires. On va avoir le designer qui, lui, va être vraiment, va avoir la vision globale de l'application, et le développeur qui, lui, va plutôt euh, justement analyser cette vision et dire voilà, si c'est réalisable ou pas sur certains éléments, certains composants. Ça marche. De mon côté, hein, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. J'appuierai aussi sur le fait que parfois, savoir ce que le développeur pense d'une fonctionnalité, ça aide à avoir du poids face au client, en lui disant, bah voilà, non seulement c'est pas une bonne idée, peut-être d'un point de vue utilisateur, mais en plus, d'un point de vue développement, ça va être coûteux. Donc c'est vrai que avoir le même discours, c'est intéressant. Et ce que j'ai vu, et je pense que ça va être un peu mon message ce soir, c'est que le côté collaboratif entre designer et développeur, ça permet de ne pas être l'un contre l'autre, euh, mais justement de construire des choses aux deux profils différents et avoir cette vision utilisateur et développeur en même temps. Il y avait un schéma que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer là à l'instant. Euh, il y a ce schéma qui montre un petit peu comment faire de l'innovation. Bon, il est très classique, mais j'aime bien le fait que sur les trois axes qui sont importants, il y a évidemment toute la partie métier, business. Il y a la partie, on va dire, beaucoup plus orientée sur l'UX, sur des utilisateurs. Et il y a la partie faisabilité technique qui se base évidemment sur les profils des développeurs. Et en fait, on voit que pour atteindre cette innovation, pour atteindre de la qualité dont vous parliez à l'instant, ce qui est important, c'est vraiment déjà d'avoir ces deux cercles, on va dire UX et technique, qui soient alignés, en tout cas qui viennent en intersection. Euh, Sinon, c'est sûr que
si c'est décorrélé, ça va être compliqué de créer de l'innovation et créer des produits qui ont du sens. Euh, ok. Du coup, vous, est-ce que vous avez des outils, des méthodes pour travailler efficacement? Euh, Peut-être commencer par Lucas. Tu parles d'InVision. Yes, ouais, j'ai énoncé InVision, bien qu'il y en ait d'autres, hein, mais pour l'instant, celui que j'ai préféré, c'est InVision. Je trouve que c'est un super outil. Ça permet de réaliser des plaquettes complètes de maquettes qui sont liées entre elles. Ça, c'est vachement intéressant. Je veux dire, c'est ni plus ni moins qu'un petit site vitrine, quoi. On peut cliquer sur les boutons, ça fait des choses, etc. pour bien que c'est bien fait. Et je trouve ça ultra intéressant. Et même pour nous, ça permet d'avoir une meilleure vision plutôt qu'un petit wireframe tout claqué qu'on reçoit comme ça. Après, j'énonce Ça aussi sent le Slack. vécu, ça. Ouais, ouais, c'est carrément le vécu. Et du coup, j'énonce aussi Slack, Teams, etc. Puisque, ben, encore une fois, la communication, c'est la clé. Et faut pas hésiter, la moindre question, faut tout de suite partager. Comme ça, on est clair sur ce qu'on fait et on sait où on va. Ça marche. Toi, Geoffrey K, c'est exactement la même chose que Lucas, j'ai l'impression. Ouais, c'est la même chose. Sur InVision, je rajouterais qu'il y a une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. InVision permet d'avoir des parties de code en CSS pour créer les composants. Alors, c'est bien, c'est intéressant, mais faut pas oublier que c'est vraiment un outil euh, qui nous permet d'avoir une base pour développer. C'est pas quelque chose qu'on va prendre, qu'on va copier-coller. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser comme base pour développer un composant plus complet après. Et vraiment, InVision, c'est pour ça, c'est vraiment très fort. Ça marche. Toi, Geoffrey, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu pousses pas un logiciel en particulier, Geoffrey B. Non, alors c'est vrai que les outils comme InVision sont importants pour montrer aux développeurs les différents écrans. Mais enfin, au-delà des outils qui finalement peuvent être remplacés par d'autres outils, il y a pas d'outil spécifique. Pour moi, le plus important, et les autres l'ont déjà rappelé, c'est la communication, hein. C'est ce qui nous permet de résoudre les problèmes assez rapidement, de trouver des solutions rapidement. Il y a quand même un outil que je trouve intéressant aussi, dont vous n'avez pas parlé, c'est les tableaux blancs qui nous permettent de discuter ensemble, de faire des petits dessins, des croquis pour partager des idées et discuter ensemble en fait. Ça permet vraiment d'échanger. Et puis, je rajouterais aussi de faire des points réguliers. C'est vrai que comme quand on a travaillé ensemble avec Geoffrey et Lucas, on avait des points tous les matins ensemble et ça permet de lever les alertes au plus vite en fait et de pouvoir réagir au plus vite. Ça marche. Ok, donc la communication. Juste avant de répondre moi aussi à la question, il y avait une question de Hugo Marc qui disait quelle est la différence entre InVision et d'autres outils comme Adobe XD ou Sketch? Alors effectivement, on n'a pas parlé de toute notre suite d'outils, mais on utilise côté studio InVision en complémentarité avec Sketch. Sketch qui est vraiment notre outil de dessin, en fait, de design, mais qui est du coup qu'un outil de design, un peu moins orienté passation avec les développeurs, donc on n'en parle pas forcément ici. Et peut-être très rapidement sur Adobe XD, alors je sais que toi, Geoffrey aussi, tu l'as un peu utilisé ces derniers temps. Adobe XD, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas mon avis, c'est qu'il est un petit peu moins sizé. Il est un peu moins pertinent quand on a beaucoup d'écrans à gérer. Pour l'instant, ça reste un outil, on va dire, de prototypage rapide avec des belles animations, des choses comme ça. Mais quand on doit gérer des projets avec plus de 100, 200 écrans, c'est vrai que XD, c'est pas forcément le principal, mais ça reste un outil à avoir effectivement en tête. Peut-être Geoffrey, tu voulais en parler rapidement de XD? Ouais. Alors, peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec toi, puisque finalement j'utilise XD un peu contraint sur un projet, hein. Mais c'est faisable, hein. Il y a beaucoup d'écrans. Mais je suis assez d'accord. Alors après, c'est peut-être aussi une question d'habitude, mais pour moi, Sketch me paraît un peu plus complet et plus adapté à des projets de grosse taille. Ça marche. Et juste en complément de ce que vous avez dit, moi je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est hyper intéressant comme méthode, c'est effectivement Euh, et on a constaté hein, la différence. Quand on est en méthodologie agile, on voit tout de suite qu'on a beaucoup plus la main sur le produit, on peut beaucoup plus
réfléchir, itérer sur les choses. Et je voulais vous partager un exemple par rapport à ça. Donc là, on est sur un site web mobile qui permet en fait à des opérateurs sur les autoroutes d'aller voilà, gérer des tâches, d'aller sur le lieu d'intervention et voilà, de réparer des choses, de prendre soin du patrimoine autoroutier. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, en méthodologie agile, on voit que c'est itératif, on voit on voit les différentes versions successives. Et bah, voilà, très rapidement, on a pu améliorer les choses par rapport au feedback qu'on a des utilisateurs, par rapport à ce qui est possible techniquement aussi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance quand on fait du design. On n'est pas forcément dans le vrai du premier coup. Donc avoir ce système un petit peu de version, ça permet d'affiner les choses et puis de prendre en compte un petit peu mieux les retours utilisateurs. Bah voilà, ce qu'on peut remarquer par exemple, c'est que sur la liste de tâches, il y a un bouton filtré qui est apparu. Si on a beaucoup de tâches, c'est utile d'un point de vue utilisateur. Ou vous voyez aussi les wordings du bouton ici en haut, gestion des calques, qui est devenu paramètre de la carte. Donc c'est parfois, on va adapter le design en fonction de l'évolution stratégique ou de la vision du product owner. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. On ne pourrait pas forcément le faire aussi facilement en méthodologie plus classique. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes le plus fier? Euh, Là, vous avez répondu tous les trois, votre précédent projet. Qui est-ce qui va en parler? Peut-être Geoffrey Quick. Ouais, alors oui, le présent projet, parce que c'était la première fois que j'avais l'occasion de créer un design system, donc c'est vraiment une expérience intéressante. Mais aussi le projet en soi qui était vraiment ambitieux, puisque c'était vraiment une application, une plateforme d'application, et j'avais jamais eu l'occasion de travailler là-dessus. Ok. Et du coup, comment tu as travaillé avec Lucas? Lucas, vous avez travaillé ensemble, Geoffrey, Lucas? Ouais, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est vrai que ça a duré un peu plus d'un an. On était souvent en binôme Geoffrey et moi. Moi, j'ai aussi apprécié le projet parce qu'il y avait une grosse partie système de cartographie que j'ai vraiment apprécié ce métier-là. Après, côté design system, on a beaucoup travaillé, bah, même avec les deux Geoffrey, et toi aussi, Jenny, sur bah, justement tout d'abord la réflexion de est-ce que c'est pertinent, pourquoi on ferait ça, puis ensuite la réalisation du design system de A à Z, en réfléchissant bien. En fait, l'intérêt, c'est que le challenge technique, il a un sacré niveau là. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire tous les jours, quoi. C'est une chance de faire un design system. Là, on a eu l'occasion de le faire, on était très heureux et on a fait ça correctement. Ouais, ça marche. Avant de donner la parole à Geoffrey B, effectivement, on va regarder un petit peu plus en détail ce que c'est un design system et comment vous l'avez construit là sur ce client-là. Euh, mais déjà, effectivement, Geoffrey, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu utilisais ce design system et comment tu l'as réutilisé pour d'autres projets aussi? Oui, c'est effectivement un projet qui était assez particulier, hein, puisque comme oula, je te passe. Ah, Euh, faut toujours un chat ouais, ouais. dans les webinaires. C'était un projet assez particulier puisque, comme Geoffrey l'a expliqué, c'est pas juste une application, mais une plateforme d'application. Donc il y avait une synergie à avoir avec d'autres projets. C'était pas le premier projet qu'on faisait pour ce client. Et à chaque fois avant, il fallait qu'on recommence tous les éléments à partir de zéro, quoi. On recréait chaque composant. Et c'est là en fait qu'on a eu pour la première fois cette idée de design system. Et ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a fait dans notre coin, nous designers. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait en groupe avec les développeurs. On n'aurait pas été capable en fait de le faire seul. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et ce projet-là en fait a été la base du design system actuel qui est réutilisé, mais pas seulement pour les autres projets de ce client-là, mais on réutilise cette base en fait pour tous nos projets. On n'est plus obligé de repartir à zéro. Alors on le personnalise hein, évidemment, mais ça crée déjà une bonne base qui permet de gagner un temps fou en fait. C'est top. On a envie de voir à quoi ça ressemble. Ce sera dans quelques slides plus loin.
Juste, je voulais vous montrer par rapport à ça aussi. Là, ce que j'ai l'impression, c'est que les projets dont on est le plus fier, c'est les projets où au final on a réussi à collaborer efficacement entre designers et développeurs. Et en fait, c'est ça aussi une des clés qui est importante, c'est pour concevoir une bonne expérience utilisateur, il faut évidemment avoir accès aux utilisateurs, il faut du temps, mais il faut aussi des compétences, une complémentarité et une organisation qui est adaptée. Euh, et on le verra tout à l'heure, mais enfin, et c'est que mon avis, mais ça sert à rien d'avoir des belles maquettes si derrière on n'arrive pas à les intégrer aussi bien, puisqu'au final, il va y avoir une perte de qualité quelque part. Bah, du coup, pour répondre à la question de Valentin, c'est quoi le design system pour vous? Alors, je vois que Geoffrey, tu étais inspiré par cette question. Ouais, alors pour définir le design system, c'est une bibliothèque qui regroupe dans une même interface toutes les règles de design qui représentent une marque ou un produit. Donc on peut y retrouver tout ce qui est couleur, logo, typographie, etc. Mais aussi des éléments plus techniques comme comment dire, des bouts de code pour les développeurs. C'est vraiment le point de contact entre le designer et le développeur. Alors le design system, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps selon les besoins du client, mais aussi d'après les tests, savoir si un composant va besoin d'être modifié pour répondre à certaines demandes. Ça marche. N'hésitez pas à dire hein, si ça vous semble clair ou si vous voulez plus de détails dans les commentaires. Euh, Moi, je rajouterais quand même une chose, c'est que parfois les designers, ils font des interfaces et ils créent une librairie de symboles dans Sketch ou dans Adobe XD. Ils appellent ça un design system, mais un design system, c'est vraiment le moment où c'est documenté, où c'est spécifié, où il y a ces petits bouts de code dont tu parlais, Geoffrey, à l'instant. Euh, Sinon, en fait, c'est, on va dire, une charte graphique améliorée, quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment un design system s'il n'y a pas cet aspect développement derrière. Euh, je pense que juste après, j'ai mis un exemple de ce que vous avez fait sur ce design system. Alors, c'est très simple et on a anonymisé un petit peu par rapport au client. Euh, je sais pas si, qui veut en parler, peut-être Lucas, tu veux en parler? Ouais, juste avant, je vais répondre vite fait à la question de Ludovic. Ah non, Valentin, pardon. Est-ce qu'on a pu mesurer le temps? Pour donner un exemple, on a eu un bon exemple en fin de projet où on réalisait l'administration complète de la plateforme et où la première fois qu'on avait réalisé du coup la première page en gros, où on créait le composant générique tableau, les boutons, le side nav, etc. On prenait environ une journée et demie. Une fois que les composants génériques étaient créés, on était plutôt aux alentours de 3-4 heures pour tout intégrer, voire moins, sachant que c'était un débutant qui intégrait ça. Donc, en termes de perf, on est très vite des résultats. Surtout que le tableau, par exemple, ben, les tableaux, c'est très courant dans les applications, il y en a beaucoup. Là, on le fait une fois et c'est terminé, quoi. Après, c'est juste de la petite intégration qui se fait très rapidement. On peaufine quelques pixels et c'est tout. Donc là-dessus, c'est vraiment un bon exercice et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Après, là, pour les plus techniques, ils nous diront que un composant générique, c'est logique en Angular. Là, l'intérêt, c'est aussi qu'on avait du multi-application. Donc, le composant générique, c'est pas que pour une seule app qu'on laisse dans l'architecture, c'est pour tous les projets de la plateforme. Donc là, on faisait gagner un temps au niveau d'une plateforme complète, quoi, de 4 applications. Voilà pour la petite réponse. J'espère que c'est correct pour toi. Donc là, en fait, donc là, on voit les slides. Donc c'est le design system, ce qu'on appelait nous le site vitrine. Donc en gros, c'est ce qui montre un peu tout le développement côté design et développement technique. Donc on a architecturé ça sous forme d'onglets. On s'est inspiré de ce qui existe déjà, typiquement Material Angular, Royal Canin qui en ont un également, qui est public, hein, celui-là. Donc voilà, on s'est inspiré de ça, on a essayé de faire un truc dans l'idée. Donc on peut voir qu'on a une grande page avec la typographie où voilà, on note un peu comment dire, toutes les tailles, etc., qu'on peut répertorier, qui sont toutes variabilisées dans le design system. Tous les types de boutons et leurs intégrations possibles, les tableaux, et ça, on a fait ça pour tous les composants existants. Voilà, donc
Là, c'est une V0 quelque chose là qu'on voit parce que il n'y a pas encore exactement l'affichage du code qui permet aux développeurs de l'intégrer plus facilement. Simplement parce que la V1 n'est pas prête, hein, c'est normal. Mais peut-être qu'un jour, ça sera en route à voir avec, entre nous. Mais voilà, le but, c'est aussi de pouvoir intégrer facilement, avoir un exemple d'intégration, puis intégrer facilement grâce bah, au code qu'on trouverait dans ce site vitrine. Voilà, je ne sais pas si c'est bon pour toi, Jenny. Ouais, c'est top. Et je pense que tu réponds aussi à la question de Hugo. Il demandait en fait, est-ce que les extraits de code d'un design system sont fournis par les designers ou par les développeurs? Là, du coup, ça serait plutôt pour enfin, c'est le développeur qui fournirait ça, juste parce que c'est lui, en gros, qui a fabriqué le composant générique, donc c'est plus simple pour lui de donner le code. Le designer, lui, en vrai, il n'est pas trop au courant. Ça marche. Alors là, on est du coup dans dans la définition du design system et de ce qu'on a réalisé. Euh, Si on peut donner quelques mots effectivement sur bah voilà, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les bénéfices. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Peut-être Geoffrey K, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur pourquoi il faut utiliser un design system, qu'est-ce que ça permet? Oui, bah, Lucas a déjà répondu en partie à la question, puisqu'au final, l'intérêt pour les développeurs d'avoir un design system, c'est qu'on va développer un composant, un élément une seule fois, et on pourra utiliser cet élément ensuite sur d'autres projets de manière très simple. Et on n'aura pas surtout à redévelopper ce composant. Donc déjà, c'est un gain de temps et c'est aussi beaucoup plus simple. Ensuite, l'autre intérêt, c'est, dans notre cas, en tout cas pour la plateforme, d'uniformiser le design, c'est-à-dire qu'un bouton ne sera pas différent selon l'application, ce sera le même pour pour toutes les applications. Et aussi, au final, faciliter la maintenance, puisque si un jour on décide par exemple de modifier la couleur du bouton, si on veut passer de bleu à vert, on va modifier dans le package la variable CSS, parce qu'on fait très bien les choses, c'est variabilisé. On va modifier la variable, mettre à jour les packages ensuite sur les applications et ce sera mis à jour pour tout le monde de la même façon. Donc il y a vraiment pas de, ça va vraiment pas varier entre les deux applications. Non, c'est top. Et du coup, Geoffrey B, tu dis aussi multi-projet et gain de temps pour toi Ouais. aussi côté design. Oui, bah, en fait, ça permet déjà, comme le disait Geoffrey, d'avoir une uniformité en fait dans toute une application, mais aussi entre les différents projets, hein. Euh, il a parlé de boutons et de couleurs, mais parfois ça va même un peu plus loin que ça, puisqu'on a carrément parfois des structures de pages qui vont être réutilisées. Je pense à ce qu'on avait fait dans l'administration avec des tableaux et des éléments comme ça. Et donc, enfin, que ce soit au sein du projet ou entre les différents projets, quoi, ça permet voilà, d'avoir une uniformité et de gagner du temps, quoi. Ça marche, merci. Il y a une question de Valentin là qui nous dit, est-ce que ça vous a aidé également sur l'organisation des équipes de delivery pour communiquer notamment avec les équipes projets élargies sur le fonctionnement mis en place, quid de la gouvernance mise en place? Alors c'est un vaste sujet. Euh, alors est-ce que ça nous a aidé dans l'organisation des équipes de delivery d'avoir créé un design system? En réalité, pour pas mentir, on a mis un peu de temps à trouver le bon rythme pour justement faire des déploiements, etc. Dans le delivery, puisque un des points noirs entre grosses guillemets du design system, c'est que forcément, il faut développer le composant générique au sein du design system, puis le déployer avant de pouvoir l'intégrer dans l'appli cible. Donc là, c'est toute une organisation et un ordre de marche à trouver. Chose que Geoffrey Quick a bien mis en place avec un petit script qu'on lançait et qui déployait tout dans l'ordre. On avait juste à mettre les titres et les noms. Ça, c'était pas mal du tout. Mais il nous a fallu, c'est vrai, un petit peu de temps pour trouver ce bon rythme. Et heureusement, on avait un responsable DevOps qui suivait bien le mouvement et qui savait quand faire les choses. Et sinon, on aurait peut-être sûrement un peu plus galéré. Alors attends, je finis de lire la phrase. Euh,
Alors, pour communiquer notamment avec les équipes projets élargies, je suppose que tu veux inclure là-dedans les PO, etc., non? Je suis pas sûr de tout à fait comprendre exactement. Ok. Ouais. Bon, là, je crois que Geoffrey Quick voulait en parler un peu plus tard. Je sais pas si tu veux en parler maintenant du comment on a fait pour justement pour faire passer la pilule entre guillemets au PO, etc. Comment on a expliqué ce qu'était un design system. Alors, On je a- pense qu'on reviendra dessus plus tard, Gianni, non? Ouais, moi, je peux peut-être sauter. Ouais. Voilà, effectivement, c'était la question, quel est le plus grand challenge? Parce que là, on parlait dans l'idéal, quand le client est d'accord et quand tout se passe bien, mais effectivement, il me semblait que vous vouliez parler un petit peu de l'aspect challengeant de mettre en place un design system. Ouais. Alors, je pense que Geoffrey voulait commencer par parler design system, mais si tu veux, pas de souci, je peux commencer. Oui, vas-y. Ouais. Ouais. Parce qu'à l'origine, en fait, c'est les designers qui sont venus nous proposer le design system. Donc, nous, on s'est intéressé un peu au sujet, etc. Et ensuite, il a fallu le proposer, donc le vendre, comme dit Geoffrey, aux clients. Donc, ça a commencé par la mise en place, il n'y a pas de souci, on a pu faire des démos, et ça a été accepté. Et ensuite, le client s'est rendu compte qu'on prenait du temps finalement vraiment dédié au développement de composants. Euh, et pour le client, dans un premier temps, c'était une sorte de perte de temps. Donc il a fallu ensuite, quand ils nous ont retiré le design system, il a fallu leur expliquer finalement que c'était quelque chose qui nous permettait de gagner du temps par la suite, vu qu'on n'avait pas à redévelopper des composants euh, pour chaque application, c'était vraiment un gain de temps. Et après, à partir du moment où ils ont compris le fonctionnement, on a pu se relancer dessus avec sans pour seule concession le nom, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser le nom design system. Ouais, donc on a l'impression que des fois, il faut faire un petit peu de politique, ou en tout cas, il faut bien expliquer les bénéfices de ce qu'on est en train de faire, sinon ça peut être refusé. Geoffrey, je vois que tu mettais vendre le design system à un client. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que tu utilises le bon mot, c'est clairement de la politique en fait, hein. Euh, Au début, Geoffrey l'expliquait, hein, ça demande un peu plus de temps que simplement développer des éléments, hein, page par page, mais le gain arrive un peu plus tard et parfois le client est très au jour le jour, quoi, hein. Il voit que ça prend un peu plus de temps sur le moment, donc bah, le design system a été retiré du projet. Par contre, on savait que, enfin, on connaissait un peu le bénéfice que le client pouvait en tirer. On savait qu'il y avait un intérêt pour nous, pour d'autres projets. Donc, on a continué à travailler dessus, même s'il avait été retiré un peu en shadow, en fait. Et finalement, quand le client a compris le besoin, le design system est revenu avec un nom un peu différent, d'où le côté politique, mais le principe était toujours le même. Et le fait d'avoir bossé en shadow derrière, ça nous a permis d'avoir quelque chose de déjà prêt. Et là, les bénéfices étaient là, quoi. Ça marche. On a aussi Valentin, hein, qui nous dit effectivement c'est de la politique, de l'organisation, de la communication, c'est dévoiler, structurer la collaboration design dev aux autres en mettant un coup de projecteur sur les gains énormes que ça rapporte, effectivement. C'est peut-être un peu plus lent à l'allumage, mais derrière ça permet très rapidement de déployer des parcours et des interfaces. Donc effectivement ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, Sans parler de design system, de mon côté, effectivement, il y a d'autres challenges aussi entre front-end et UI qu'il faut avoir en tête. C'est un peu cette synchronisation. Euh, Parfois, sur les projets, on n'est pas encore au niveau du design system, mais il faut bien être synchronisé avec les devs. Et je voulais vous montrer un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière par rapport à ça. Euh, Parfois, dans les maquettes, on a tendance à aller vite, à faire des nouvelles choses, à itérer, mais on se rend compte que les développeurs ont peut-être pas la nouvelle version des maquettes, ou des fois ils vont faire leur estimation ou leur intégration sur des éléments qui sont plus forcément à jour. Et vous voyez un peu la différence que ça peut provoquer entre les deux. On voit qu'il y a un peu une perte d'information, de qualité. Qu'on soit sur un design system ou qu'on n'en ait pas encore, ce qui est important, c'est vraiment de se synchroniser, de communiquer pour éviter ce genre de surprise qui derrière peut déstabiliser un client qui vous valide un design et qui après derrière en démo, on va reparler après, mais qui ne correspond pas au design, c'est vrai que ça peut surprendre. Euh, Est-ce que pour vous, il y a d'autres pièges à éviter, des choses
voilà, qu'on prévoit pas forcément, mais de par votre expérience, est-ce que vous avez vu des choses un petit peu piégeuses? Lucas, peut-être? Ouais, alors là, c'est assez marrant ce que j'ai écrit. Donc j'ai écrit que flex et pourcentage en CSS croire que flex et pourcentage rendent l'appli responsive. Bon là ça m'arrive plus trop puisque je suis beaucoup moins débutant. Mais quand on commence, on a tendance à croire que oui, on a mis un peu de flex, un peu de pourcentage par-ci par-là ou voire partout. Et ça y est, notre appli responsive, si je réduis, bah voilà, ça va prendre en compte tout seul. Bah, c'est pas du tout ça. Déjà, la première étape, c'est d'avoir des maquettes mobiles. C'est quand même beaucoup mieux, voire indispensable. Et ensuite, ben, faut quand même un peu monter en compétence, voir un peu plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire, pour chercher un peu ce qui se fait bah, dans le monde, par exemple, les PWE qui sont très à la mode en ce moment. Ben, voilà, il y a beaucoup de réponses à nos questions dans les projets tels que ceux-là. Donc voilà, faut un peu chercher et pas croire que juste le flex et le pourcentage, c'est bon, c'est responsive. Ça marche. Toi, Geoffrey K, tu parlais de ne pas penser générique et créer trop de micro-composants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, de manière générale, quand on développe, on fait en sorte de ne pas avoir à se répéter. Un jour, on m'a dit que le développeur était feignant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien retenu et j'essaie de le mettre le plus en place le plus souvent possible. Donc quand on va créer un élément, on va faire en sorte de ne pas avoir à le copier s'il est réutilisé ailleurs. Donc hein, c'est un peu finalement le principe du design system, mais on peut rapporter ça à une application. Si par exemple on a un élément d'une liste qui a le même design, on va créer un petit composant qu'on va pouvoir utiliser dans notre liste sur l'application. Mais là où il faut faire attention, là où ça peut être le piège, c'est quand on va commencer à créer trop de composants. Et là, c'est là qu'il faut savoir faire la balance entre savoir si on doit créer un composant ou si cet élément doit rester tel quel, vu qu'il va être utilisé qu'à un seul endroit. Ok, ouais, c'est cet équilibre entre générique et spécifique en fait. Ok. Voilà. Et toi, Geoffrey B, alors toi, c'est plus la relation entre. J'ai l'impression que tu es entre le client et les développeurs. Voilà, oui. C'est les petits pièges dans lesquels je suis souvent tombé. En fait, au début d'un projet, on va être hyper créatif, vouloir faire plein de choses, et on va assez rapidement être freiné par le client finalement pour répondre à ses besoins. Mais le fait aussi de lui montrer quelque chose, il va pour la première fois avoir quelque chose de visuel devant les yeux et ça va aussi lui donner des idées. Et lui aussi va commencer à vouloir créer plein de choses. Et quand on va à l'inverse aller côté développeur, là les développeurs ils vont faire non mais ça c'est pas possible ou alors ça va me prendre 2 semaines alors qu'on a 3 jours. Donc c'est toujours une balance à trouver quoi, en fait, entre le client, les développeurs, mais aussi sa propre créativité, quoi. Mhm. Il y a un de mes clients la semaine dernière qui m'a dit d'abord on fait la liste au Père Noël et après on va voir les développeurs. Et je trouve que ça résume bien. Et c'est vrai qu'il faut bien connaître son équipe parce que je sais que si je bosse avec Lucas ou Geoffrey, je vais pouvoir aller loin, je vais pouvoir faire des choses que si je vais travailler avec des développeurs que je connais pas ou qui n'ont pas forcément le même niveau, forcément je vais faire des choses qui seront plus adaptées aux compétences de l'équipe. Il y a ça aussi. Après, on aime bien les challenger aussi, hein, nos développeurs. On aime bien leur proposer un peu de défis, un peu de choses comme ça. Et je pense qu'une chose aussi importante, c'est de faire du design avec de la vraie data. La plupart du temps, on a tendance à mettre du lorem ipsum ou mettre des chiffres un peu bateaux ou mettre des cas où tout se passe bien. Mais dans la vraie vie, les développeurs, ils ont besoin d'un peu de ces cas d'erreur, ils ont besoin de quand est-ce que comment ça se passe si dans ta tooltip, tu as 50 éléments. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au départ. Et, euh, et pourtant, c'est hyper important à avoir quand on fait de l'UI. Allez, peut-être une image que j'aime beaucoup aussi qui montre qu'entre développeurs et designers, il n'y a pas forcément la même perception des choses. Parfois, on va valider des choses avec le client qui seront très précises et pour nous, c'est clair. Puis on arrive en démo et on voit quelque chose qui est dans le même esprit mais qui ne correspond pas tout à fait, qui n'a pas la même interaction. Et forcément aussi, les développeurs sont contraints par leur sprint. Euh, si, voilà, si une fonctionnalité devait mettre 5 jours à être faite, ils n'auront pas plus de jours que ça, hein. Le temps n'est pas extensible.
Donc, c'est important de bien se synchroniser. On a une petite remarque de Nicolas qui nous dit, même en tant que développeur purement back-end, proximité dev et design nous permet de créer des interfaces euh, ou des API bien plus efficaces. Pouvoir travailler les scénarios tous ensemble permet d'éviter les pièges et d'anticiper les éventuels problèmes. Ouais, effectivement. Effectivement. N'hésite pas à rebondir dessus. C'est vrai que là, on a deux dev front, mais n'hésite pas aussi à nous dire si c'est la même chose pour le back-end. Si avoir les designs, ça te permet un petit peu de prévoir tes API. OK. Allez, on arrive bientôt à la fin. Quel résultat bénéfice avez-vous observé en rapprochant développeurs et designers, Geoffrey B? Moi, je pense qu'on en a déjà plus ou moins parlé, hein, mais c'est une meilleure uniformité dans l'application, mais même entre les différents projets si besoin. Euh, une réactivité, donc des problèmes qui sont résolus beaucoup plus rapidement. Et puis dans l'ensemble, une meilleure qualité graphique finalement, puisque on travaille réellement ensemble, hein. Moi, je me rappelle de certains moments où j'allais m'asseoir carrément à côté des développeurs pour avancer sur un sujet, corriger des problèmes graphiques. Et on se retrouve à avoir quelque chose qui est parfois quasiment pixel perfect avec ce qu'on a sur les maquettes, quoi. Geoffrey K, est-ce que c'est pas dérangeant d'avoir un designer qui vient à 10 cm de toi, hors période Covid? Oh, c'est une question d'habitude. Non, c'est vraiment bien. Mais vraiment, heureusement qu'on a des designers parce que sinon, bah, ça serait pas terrible au niveau des designs des applications. Mais au-delà de ça, les designers n'ont pas juste le rôle de designer, ils travaillent aussi sur euh, l'expérience utilisateur et ça, c'est vraiment hyper important, presque même plus que le design. On peut avoir une application moche, mais si elle est bien pensée, ça reste agréable à utiliser. Ouais, c'est le parcours qui est fluide, même si elle n'est pas visuellement intéressante. Ok. Et toi, Lucas, tu étais comme les Geoffrey, quoi. C'est pareil. Je voulais pas trop radoter parce que je me doutais que tout le monde allait un peu dire la même chose, donc j'ai noté comme les Geoffrey. Mais l'idée globale est là, hein. Ça marche. Allez, dernière question qui est plus en fait si vous aviez un conseil à donner. Bah, Lucas, vas-y. Ouais, je vais commencer celle-là. Donc j'ai bien noté être à l'écoute des idées de tout le monde, savoir se remettre en question et ne pas se vexer si nos idées ne sont pas retenues ou ne sont pas les meilleures. Voilà, il y a des hauts et des bas dans tous les projets. On se voit beaucoup, on est amené à se voir 8 heures par jour, voire plus, entre dev, designer, etc. Donc forcément, il peut y avoir des petits coups de gueule ou par-ci par-là. Mais il faut surtout savoir être à l'écoute des gens parce que parfois ils ont, bah, même souvent, les gens ont des bonnes idées. Et c'est pas parce que nous on a une idée concurrente à la leur qu'on doit forcément tout rejeter en bloc, pardon. Donc voilà, être à l'écoute de tout le monde et surtout savoir se remettre en question, c'est un point très important. Ça marche. J'ai l'impression que Geoffrey K aussi, toi, c'est être à l'écoute et la remise en question. Ouais, c'est globalement la même chose. Effectivement, sans mettre en question continuellement, c'est vraiment important puisque les développeurs, de manière générale, ils ont un ego quand même assez surdimensionné. Donc, il faut pas avoir peur parfois de se dire, bon, est-ce que je fais bien? Est-ce que le conseil qu'on m'a donné n'est pas meilleur que mon idée, mon avis? Et ça, on en revient finalement à communiquer. C'est vraiment la base, que ce soit entre développeurs qu'entre développeurs et designers, c'est vraiment la base. La communication, l'écoute aussi, très important. Et on en revient au final à la patience. Ça marche. Et du coup, toi, Geoffrey B aussi, Ouais. patience. On dirait que vous êtes coordonnés en fait. Bah, je pense Alors, qu'on est assez d'accord ouais. sur ces sujets. Et il y a quelque chose qu'on oublie de dire aussi, c'est que les contraintes techniques qu'on peut rencontrer enfin, la résolution de contraintes techniques qu'on peut avoir grâce aux échanges avec les développeurs, ça amène aussi de nouvelles idées aux designers. Donc finalement, les développeurs, ils ont aussi des choses à nous apporter en termes de design et de nouvelles idées. Donc c'est pour ça que ces échanges réguliers, rentrer vraiment dans le détail de chaque composant pour qu'il soit parfait, c'est hyper important. Et la patience et la pédagogie, c'est surtout côté client en fait, où on se rend compte que
on peut se confronter parfois à un mur, mais finalement, si on s'y prend bien, on peut faire passer l'idée. Ça marche. Moi, mon conseil, c'est au final, nous en tant que designer, on fait des maquettes, mais en fait, ça vaut pas grand-chose en fait, puisque c'est jamais ça qui sera en ligne ou déployé. Euh, et en fait, c'est les développeurs qui mettent les interactions, qui mettent un peu la magie derrière les maquettes. Donc c'est vraiment ça qui est important et qu'il faut suivre. Euh, et je suis d'accord avec vous, en fait, par ces échanges, déjà, nous, les designers, quand on voit qu'il y a une contrainte technique, ça nous force un peu à être créatifs. Mais derrière aussi, nous, on apprend énormément au contact des développeurs. Et je pense l'inverse est vrai aussi. Donc ça, c'est top. Ok, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que Céline, elle va faire un petit focus après sur IBM CIC, mais n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat en attendant. Céline, vas-y, je te laisse la main du coup. Merci, Gianni. Merci aux deux Geoffrey, pardon, à Lucas et Gianni, du coup, pour votre partage. Voilà, maintenant, si vous avez quelques besoins de questions, pardon, pour un complément, n'hésitez pas, même si je pense que ça a été assez clair pendant la présentation. Il y a eu pas mal d'interactions. Donc, n'hésitez pas pour le moment de poser vos questions dans le chat ou dans le Q&A si besoin. Et puis en attendant, voilà, euh, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur LinkedIn avec le hashtag IBMCICFR et aussi à consulter nos offres d'emploi sur notre site Carrière IBM. Ça marche. Mhm. Il y a Elise qui dit les designers challenge les développeurs et vice-versa. Est-ce que vous vous sentez challengé, Geoffrey Lucas? Ah, parfois, oui, Oui. ouais. Ouais, ouais. C'est justement ce qui est intéressant. Quand on nous propose des choses qui ont l'air comme ça vraiment difficiles et on se dit, bon, bah, allez, on se lance. Et quand on y arrive, au final, c'est vraiment satisfaisant. Carrément d'accord. Et même parfois, des choses qui paraissent simples sont très dures. C'est vrai. Tu parles des tableaux là? Ouais, ça, c'est un élément parmi tant d'autres, mais ouais, il y a pas mal de choses. Ça marche. Ok. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Merci, du coup, merci à tout le monde, hein, merci aux participants. Je pense que Je pense qu'il n'y a pas tout est d'autres bien dit. questions. Oui, on a un petit mot de Nicolas. On n'a pas le même maillot, mais la même passion. C'est C'est beau. ça. C'est un peu comme un groupe de musique. Une fois qu'on arrive à bien s'accorder, ça sonne nettement mieux et quand on a envie de faire et ça donne envie de faire plus de choses ensemble. Ouais, ouais, c'est clair. Si on n'est pas sur le même tempo, c'est sûr que ça, c'est beaucoup moins fluide, hein. Ok, bon, Et je puis, pense qu'il je y aura pense, pas, ouais, ouais, il y aura pas plus de questions puisqu'on on les a prises au fil de l'eau. c'est ça. Ça marche. Bon, bah, on va libérer les gens, hein. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne Et soirée. bonne soirée. Bonne soirée.